Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, mon frère espère également que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pas piqué des hannetons, un nouvel épisode du podcast Daily Harry dans lequel on revient très régulièrement sur les dernières news, les dernières rumeurs, les dernières annonces des derniers jours autour de la série Harry Potter d'HBO Max. Et là, ça s'est accéléré énormément ces derniers jours, puisqu'on a eu la sortie du trailer, puis la sortie du documentaire Finding Harry, puis des révélations de partout. Alors maintenant, il faut faire le tri sur l'information. Ces derniers mois, on allait jusqu'à partager les photos des acteurs de la série entre eux et tout ça. Bon, là, on est obligé de décrémer l'information et de ne vous partager que ce qui est le plus essentiel, parce qu'il y en a eu plein. Bref, un petit programme et après on y va. Qu'est-ce que on va traiter dans cet épisode ? Il y a déjà, on va traiter toutes les infos qu'on a sur la fameuse saison 2 déjà, alors qu'on n'a même pas la saison 1, et la potentielle date de sortie aussi de cette saison 2. Parce qu'on a des vraies infos et notamment sur le tournage de cette saison. On va évoquer un autre sujet qui est pour moi super intéressant, c'est qu'on a eu une révélation du salaire des 3 acteurs qui joueront le Golden Trio, Harry, Ron et Hermione dans la série, ce qui est un gros pactole, et on va se pencher sur est-ce qu'ils peuvent être protégés de cet argent, puisque au Royaume-Uni c'est un peu compliqué, l'argent va aux parents, donc est-ce que les parents peuvent dépenser tout l'argent qu'ils gagnent leurs enfants ? Enfin plein de sujets qui vont être intéressants. Et c'est là qu'on peut se dire que on est peut-être bien en France, et on va aussi avoir des visuels de Poudlard, et notamment de l'extérieur. Alors le visuel c'est un petit peu plus complexe, on le verra de toute façon. On a en tout cas peut-être un château qui aurait fait inspiration au Poudlard de la série. L'acteur original de Voldemort des films qui a dit que originellement il a été contacté pour revenir dans la série. Intéressant et étrange. Et nous aurons de nouvelles créatures magiques que nous avons vues dans le documentaire qui est sorti sur HBO. Car oui, vous aurez notre décryptage complet, en tout cas des infos importantes. On n'a pas pu tout traiter, sinon la vidéo durerait 40 heures. Mais voilà, gros programme. En plus, on va parler de plein d'autres choses, des petites surprises par-ci par-là. J'espère que vous êtes chaud. Si le programme vous plaît, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like, à vous abonner si vous suivez la chaîne et que vous ne l'êtes pas. Parfois même moi, je ne suis pas abonné à des chaînes que je suis tout le temps. C'est une honte, voilà. Non, je dis n'importe quoi. Bref. Allons-y, let's go, c'est parti, j'espère que ça vous plaira. Donc, commençons, vous allez voir, c'est pas totalement toujours par ordre chronologique. 29 mars, on a eu la confirmation, ça on a même pas teasé en intro pour le programme, mais que la série va sortir son premier épisode. Le premier épisode de l'histoire de cette série Harry Potter sortira le vendredi 25 décembre 2026. Voilà. Donc ce qui veut dire que nous aurons certainement 8 épisodes jusqu'au 14 février 2027. C'est ça à peu près. En tout cas, ça a été confirmé par Cassie Bloys que le premier épisode sortirait le 25 décembre. Et c'est The Times, Cassie Bloys qui est le patron d'HBO Max, pour ceux qui ne savent pas. C'est The Times, donc ce média-là, qui nous a dit que le premier épisode serait diffusé un vendredi et que potentiellement les autres devraient être diffusés les dimanches. Donc en fait, on aurait un vendredi et le dimanche d'après, donc on aurait un peu plus d'une semaine à attendre pour le deuxième, s'il décide de ne pas sortir les 2 premiers épisodes en même temps, ce qui est tout à fait possible. Mais voilà, pour le slot de sortie de chacun des épisodes, vous l'avez ici. Épisode 1, 25 décembre, épisode 2, 3 janvier 2027, épisode 3, 10 janvier, puis 17 janvier, puis 24 janvier, puis 31 janvier, puis 7 février, puis 14 février. Quand je vois que ça va de décembre à février, je me régale complètement. Donc on va commencer par Noël et certainement finir par la Saint-Valentin. En gros, on peut dire que ça va tenir toute la saison d'hiver 2026-27. Voilà, c'était pour le petit truc. Alors on a aussi le PDG de HBO, Cassie Bloys, donc on revient à lui, qui a dit que la saison 2 de Harry Potter était déjà en cours d'écriture. Quelle surprise, on sait, je l'ai mis en fin de page là ici, mais on le sait depuis fin novembre. Il nous l'a dit déjà depuis fin novembre 2025 que la saison 2 est en cours d'écriture, qu'ils ont prévu un petit peu leur coup à l'avance, et il va donner à peu près les mêmes explications. Voilà ce qu'il nous dit, si tu veux bien. Notre objectif est de ne pas avoir un grand écart entre la saison 1 et la saison 2, surtout parce que les enfants grandissent. Ce ne sera pas une série annuelle, l'émission est trop grande et trop massive,
Et ça, c'est un peu dommage, finalement, quelque part, parce que, déjà, s'ils ont pas encore terminé l'écriture de la saison 2, bah, on se dit, comment ils vont faire pour les saisons suivantes? On avait posé la question la dernière fois, on s'était dit, attends, mais ça veut dire qu'on aura 14 ans d'Harry Potter, 7 saisons, si c'est tous les 2 ans, machin, on avait fait plein de prédictions. Or, il est possible que Cassie Bloys mente un petit peu, je sais pas si vous vous souvenez, mais déjà, nous, on a été un peu brain de savoir que la première saison sortirait là, en décembre 2026, sachant que le mec, il nous avait dit que oh, c'était peut-être avril 2027. Donc oui, voilà. entre printemps et été, quoi. Voilà, donc il nous avait un peu berné, peut-être pour nous préserver une certaine surprise, mais on a plein de choses qui vont dans ce sens. Parce que Horcrux in the Pocket, une source qui est présente sur Reddit et qui a dit plein de choses, on en a beaucoup parlé dans le Daily Harry parce que ça a dit des choses vraies, et puis ça a partagé aussi des images du chemin de travers, je sais pas si vous vous souvenez, l'été dernier, qui nous dit que le tournage de la deuxième saison de la série Harry Potter de HBO est prévu d'août 2026 à mai 2027. Sachant que, aux dernières nouvelles, la fin du tournage de la saison 1, c'est mai 2026. Donc, finalement, ils font un peu comme la première saison. Exactement. C'est 1 an après. Et selon la même source, bah, on pourrait clairement avoir cette saison 2 à Noël 2027. Donc, ce qui décrédibilise un peu ce que nous dit Cassie Bloys en disant bah non, vous vous attendez peut-être à attendre plus d'1 an, et bah peut-être que non, ce sera 1 an, pile. Bah en tout cas pour la deuxième saison ça paraît plus logique vu que comme la première saison visiblement est déjà quasiment tournée, qui nous ont montré une bande-annonce et que on a une date de sortie, bah derrière ils disent qu'ils sont peut-être en cours d'écriture encore, mais peut-être qu'en fait ils sont juste sur la fin de l'écriture et que une fois arrivé en août, le scénario sera déjà écrit. Ouais, c'est ça, mais je pense que voilà. Ils ont prévu pour que ce soit une série annuelle, faut pas se foutre de nous. Je pense vraiment que c'est ça. Et voilà. En tout cas, on peut noter 3 mois entre la fin du tournage de la première saison selon Horcrux in the Pocket et le début de la seconde saison, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, c'est assez marrant parce qu'en fait, pour eux, le tournage d'une saison, c'est l'équivalent presque d'une année à Poudlard en termes de mois, de durée de tournage, de production. Puis après, il faudra aussi penser que dans la balance aussi des sorties et des tournages, il va peut-être y avoir l'implication du fait que HBO, la Warner, est en vente et que pour l'instant c'est Paramount qui est censé la racheter et c'est pas dit encore hein, justement. Non, jusqu'à même très récemment on a eu une lettre ouverte je crois qui a été signée par 1000 personnes dont Denis Villeneuve, Mark Ruffalo qui s'opposent au rachat par Paramount. Il va y avoir des rebondissements, c'est pas fait encore. Si jamais Paramount rachète Warner, ça va se faire dans au moins 1 an je pense. Oui, donc, mais en tout cas voilà, il peut y avoir des implications peut-être, on verra ça dans l'avenir. On verra ça dans l'avenir. Pour parler de la saison 2, eh bien le casting est en cours, notamment pour recruter les figurants enfants, parce qu'il en faut dans les séries Harry Potter. On peut vous dire, mais oui, bah pourquoi ils gardent pas les figurants d'une saison à l'autre? Et il faut rappeler que il y a des nouveaux figurants forcément, étant donné que Harry passe d'une classe qui est la première classe de Poudlard, l'année numéro 1, à l'année 2, et donc il y a des nouveaux élèves qui arrivent, donc forcément des nouveaux figurants, et peut-être des nouvelles têtes connu aussi. À savoir que les figurants aussi ne sont pas des acteurs et donc n'ont pas de contrat, enfin ils ont juste un petit contrat qui dit bah voilà, tu participes tel jour, mais voilà, c'est vraiment à la journée et peut-être que bah les enfants peuvent pas forcément revenir chaque année. Ouais, mais tu vois, ils étaient dans cette logique de leur petit village. Voilà, d'ailleurs, dans la promotion, vous allez le voir, on parlait tout à l'heure de Finding Harry, mais dans la promotion de À la recherche d'Harry, ce fameux programme qui est sorti sur HBO, vous avez notre avis si vous avez suivi le live qu'on a fait sur YouTube, mais en gros, on n'a pas trouvé ça extraordinaire, ça révèle pas énormément de choses, ce qui est logique à 9 mois de la sortie, mais qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, ils ont vendu ça comme il faut un village pour créer cet univers. Enfin voilà, en gros, ils ont leur propre village, ils ont créé une école, ils ont créé un centre médical. Bon, en fait, on peut s'imaginer que tous les figurants reviennent tout le temps. Ils sont en fait une sorte d'école de tournage qui arrive à s'organiser autour de cette série. Donc pour moi, ils ont à peu près toujours les mêmes figurants. Après, peut-être que c'est faux, mais à voir. On sait qu'ils recherchaient des gens qui habitaient proches de Leavesden pour faire de la figuration. C'est vrai que pour des gens qui sont figurants, je sais pas si on a besoin d'eux toute l'année. Donc ouais, je me pose la question. Eh bien, on verra ça plus tard. Voilà, donc
Ah oui, ce qu'il faut savoir, c'est que on le sait que le casting est en cours, mais ça on le savait de manière générale. Mais l'agence Sally King a ouvert les auditions pour la saison 2 de la série Harry Potter. Et ils recherchent des figurants âgés entre 9 et 16 ans disponibles à partir de cet été. Ce qui va exactement confirmer l'info qu'on a dit avant. Ça tournera probablement à partir de l'été 2026 pour la saison 2. Voilà. Ce qui veut aussi potentiellement dire que il tourne pas linéairement et que il peut y avoir des passages qu'il tourne à Poudlard avant de tourner les premiers passages au Terrier et tout ça dans la saison 2. Je sais pas comment ils ont prévu de le faire. Mais en parlant de la saison 2 et du casting de la saison 2, on a potentiellement l'idée que ce soit Owen Cooper qui a explosé après sa performance dans Adolescent sur Netflix, et bien de son côté, lui, on l'imagine dans le rôle de Tom Jedusor. On en avait déjà parlé parce que c'était un fancast, les fans l'imaginent très très bien, parce qu'il est britannique, parce qu'il a l'âge, parce qu'il est réputé, parce qu'il a le physique aussi, donc on peut se l'imaginer très très bien. Mais là on a des pistes, puisque Dominic McLaughlin, Arabella Stanton et Locke Spratt ont tous suivi Owen Cooper sur Instagram. Bon, faut savoir que c'est pas eux personnellement, c'est les parents des acteurs qui sont derrière les comptes. Vous voyez, Parent Managed Account, donc c'est toujours les parents. Et heureusement, vu la haine déjà que se prennent ces jeunes acteurs et les moqueries et toutes ces choses qui arrivent naturellement malheureusement sur les réseaux sociaux. Donc ça veut pas dire que c'est les acteurs qui l'aiment bien et qui... Non, ça veut dire que c'est réfléchi. Maintenant par exemple, Dominic McLaughlin, il suit 50 personnes sur Instagram, j'ai fait la liste, vraiment. Je pense qu'il y a dans ces personnes-là au moins 80% qui sont en lien avec la série Harry Potter. Voilà, il suit Owen Cooper quoi. Et en plus, Owen Cooper le suit aussi, c'est-à-dire le suit en retour. Ce qui est pas le cas par contre pour les autres comptes qui le suivent. Eh ben, c'est une excellente question. Est-ce que il sera Tom Jedusor? Bah moi, j'ai aucun avis là-dessus parce que pour moi, Tom Jedusor, c'est Tom Jedusor. Ça dépend surtout de l'acteur qu'ils vont choisir pour le grand Tom Jedusor, pour le Voldemort. On est plutôt d'accord avec ça. Donc en fait, si ce personnage physiquement n'a rien à voir avec l'adulte physiquement, bah ça n'a pas de sens. Ouais. Bien que physiquement Voldemort ne ressemble à rien. Je voulais préciser un truc parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit ouais mais Owen Cooper vous êtes débile, il n'arrivera jamais dans cette série. Parce que c'est un acteur peu qu'à percer, il a gagné son Emmy Award, il est très chéri par Netflix, bien sûr, qui va sûrement le garder pour plein de trucs, il va pas s'engager pour une série comme ça. Mais j'ai envie de vous dire, Tom Jedusor dans Harry Potter, de cette saison 2 en plus, enfin la version du journal intime, c'est quoi, c'est 10 jours de tournage. C'est un épisode quoi, c'est le dernier épisode de la saison 2 quoi. Mais bon, il y a peut-être certains passages avec le journal, peut-être un approfondissement de certains trucs parce qu'on sait que la série va encore aller plus loin. Mais en vrai, c'est un rôle qui prend quoi, allez, max 1 mois à l'acteur à tourner et puis ensuite basta, il a fini avec ça quoi. Donc je trouve ça un peu bizarre. Bah après surtout c'est si jamais lui il a envie de jouer dans Harry Potter, bah je pense que il préférera aller jouer Harry Potter qu'aller jouer chez Netflix. Je ne sais pas, je n'ose pas parler pour lui. Mais après, ce qui peut être intéressant aussi, c'est que Tom Jedusor est censé avoir aussi quelques séquences dans le tome 6, si je me trompe pas. Ouais, ce serait intéressant. S'il tournait aussi, donc le même acteur tournait aussi les séquences en avance pour la saison 6, mais donc c'est-à-dire des années à l'avance avec comment il s'appelle, John Lithgow, Dumbledore, et ben ça pourrait être très intéressant parce que du coup on aurait le même Tom Jedusor d'une saison à l'autre. Et voilà, tout correspond. C'est des questions qu'on s'était posées. Est-ce qu'ils vont avoir l'intelligence de le faire? Parce que c'est quand même, se dire ça, on peut dire ouais, faut absolument qu'ils le fassent. C'est très très dur. C'est se projeter sur la narration d'une saison qui arrive dans 5-6 ans, qu'ils ont évidemment pas écrite, et il faut que ça s'inclue naturellement. C'est très très compliqué à faire. On avait eu la même démarche, le même questionnement concernant par exemple Lily et James Potter. Est-ce qu'on va pas tourner toutes les scènes de flashback de Harry avec ses parents, sur plein d'angles, etc., de la mort des parents de Harry, tout d'un coup? Bah, c'est vrai que ça paraît
pertinent de le faire, mais c'est juste que factuellement, on n'est pas sûr que avec les créatifs peut-être qu'ils vont changer au fil des saisons, avec l'idée qui va varier, avec peut-être, on sait pas, mais la série qui va peut-être être annulée, enfin plein de trucs qui peuvent nous dire que bon, ils vont peut-être pas prendre cette avance-là, même si ce serait bien encore une fois. Mais il y a aussi la possibilité aussi que saison 6, John Lithgow ne soit plus là et qu'il ait remplacé l'acteur de Dumbledore. On va pas lui porter malchance voilà, ici. On lui porte pas malheur. Dans Daily Harry, on espère qu'il va survivre quand même. C'est vrai que moi aussi j'ai un peu des doutes. Pas par rapport au fait que l'acteur pourrait mourir ou quoi, c'est juste que je sens que déjà, maintenant, il est déjà vieux, bon c'est une petite parenthèse, hein, il est déjà âgé, et il fait âgé, il commence à faire un petit peu très âgé, mais il faut qu'il tienne 6-8 ans, et je pense que même au niveau de son état de santé, je sais pas s'il y a, il l'a dit lui-même en interview, c'est très fatigant. Il dit c'est très fatigant, c'est vraiment de l'investissement, mais il espère lui évidemment aller au bout, donc on lui souhaite bien sûr, maintenant on verra s'il y arrive. Et on n'est pas encore à la saison 5 où il est censé être powerful Dumbledore, quoi. Ok, on enchaîne avec HBO Max, le patron une nouvelle fois Cassie Bloys, qui parle du contenu de la série en disant que l'idée n'est pas de faire un DC ou un Marvel, dans le sens où en gros il nous dit bon vous êtes bien gentil mais il y aura pas de série spin-off comme nous on l'espère, ou enfin que certains en tout cas pouvaient l'espérer. Moi je l'espère pas forcément, parce que j'ai la démarche de me dire si on veut une série spéciale sur les maraudeurs, ils peuvent faire un épisode complet d'1 heure sur les maraudeurs dans la série. Si on veut faire un truc sur les fondateurs de Poudlard, on peut faire un épisode spécial d'1 heure, 1 heure et demie dans la série, dans la saison 2 par exemple, ça pourrait être cohérent. Donc tout ce que vous espérez peut être déjà dans cette espèce d'immense série qui peut couvrir absolument tout l'univers d'Harry Potter en fait. Donc voilà, c'est ça. Donc il nous dit non, on va pas faire DC ou Marvel ou quoi que ce soit de ce genre. L'idée est de s'attaquer aux livres. Il y aura des choses dans la série qui n'étaient pas dans les films, mais qui n'étaient pas nécessairement dans les livres non plus, mais qui ne sont pas hors canon. Vous ne les avez simplement pas vus. L'opportunité, c'est de passer plus de temps avec les livres. Donc on pourrait parler de ça 2 secondes. C'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est qu'en gros, ce qu'ils vont rajouter dans la série, ce qu'on n'a pas vu dans les livres comme il dit, c'est pas forcément un truc qu'ils ont inventé eux. C'est un truc qui a été dit, peut-être sur Pottermore à l'époque. Ou alors une phrase dans le roman. Une phrase dans le roman, par J.K. Rowling. Dans les jeux vidéo, et on va le voir aussi, ils ont une inspiration aussi, ils vont avoir de Hogwarts Legacy, ils vont l'avoir de plein de choses, et l'idée c'est de vraiment de couvrir tout l'univers d'Harry Potter dans tous les médiums qu'il y a eu, dans toutes les infos qu'on a eu dans le Quidditch à travers les âges et tout ce qu'il y a sur les petits livres qu'a écrit aussi l'autrice en parallèle, sur plein d'informations, plein de trucs. Et en fait c'est un bac à sable, ils ont tout l'univers avec toutes les références et tout ce qui a été ajouté au fil des décennies, et là ils peuvent l'utiliser à leur bon vouloir. Et tu parlais des maraudeurs, mais rien des maraudeurs n'a été adapté en film. Et donc ils pourraient très bien faire des flashbacks, carrément, où on voit justement les maraudeurs, donc les parents le père de Harry et ses amis, qui vivent, où on voit les événements du coup qui se passent racontés dans le livre Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, mais en réel. C'est ce que j'ai dit. En fait, on peut clairement avoir des épisodes spéciaux dans cette série qui sont les attentes des gens, des fondateurs de Poudlard, des maraudeurs, de l'enfance de Rogue, de plein de trucs que les gens en disent mais il y a pas besoin de cette série, on peut le faire une autre série sur ça. Et bah ce truc sur ça peut être dans cette série. Donc c'est pas forcément antinomique. Bref, en tout cas, c'est vrai que pour une série Harry Potter, c'est important de quand même rester centré sur les livres, et le personnage principal est Harry Potter. On va pas parler non plus allez, Peter Pettigrew, on va lui faire un épisode exclusif alors que la série s'appelle Harry Potter. Moi je veux un épisode spécial sur les trous de nez de Peter Pettigrew. Ah oui, ça peut être intéressant. Et qu'est-ce qui s'y passe effectivement. Ah oui, on en avait pas parlé. Je vous avais touché un mot la dernière fois. HBO affirme avoir mis en place une équipe de sécurité sérieuse après que des menaces de mort ont été envoyées au nouvel acteur incarnant Rogue Papa et Siedu. C'est regrettable, bien sûr. On en avait fait un long épisode spécial sur Papa et Siedu, sur sa relation à Harry Potter. Je vous invite à aller la voir. D'ailleurs, la vidéo a pas très très bien marché. Et aussi sur ses menaces de mort, sur son rapport avec la saga et pourquoi il est arrivé là, etc. Plein de trucs. On avait abordé ça en profondeur. Effectivement, il y a eu des menaces de mort. Et ils ont renforcé la sécurité, et dit des gens avec beaucoup d'opinions, ça peut devenir effrayant par endroits. Ça, c'est fait.
Une des conditions pour travailler sur la série Harry Potter d'HBO Max, c'était que tout le monde impliqué, cast and crew, donc équipe et acteurs, devait nécessairement être de vrais fans de la saga Harry Potter. Ce qui est, à mon avis, vrai ou pas vrai. C'est-à-dire que, sur le papier, oui, en la réalité, non. Ils peuvent nous dire ça. Je pense que, effectivement, Francesca Gardiner, la showrunneuse, la chef d'orchestre de cette série, je pense que c'est une fan d'Harry Potter. Elle a l'âge en plus d'avoir grandi dans cette génération Harry Potter. Donc oui, beaucoup je pense oui. Mais c'est surtout le cast après aussi. Mais le cast même pas forcément. Parce qu'en fait, il y a plusieurs trucs. Les gens peuvent faire semblant d'être fans et ne pas être fans. Ça peut arriver, vraiment. Les enfants peuvent dire « Oh, je suis trop fan de ce personnage, il faut me caster !» Ils s'en foutent complètement. Même les acteurs, je sais que par exemple Nick Frost, bon, il a dit qu'il avait jamais lu il les a lus quand il a préparé le rôle, mais il les avait pas lus. Donc c'est pas un fan hardcore et puis il y a pas forcément cette génération là aussi. Donc voilà. Je pense que sur le papier c'est beau, dans la réalité, et puis c'est même pas forcément bien en fait. Pourquoi un acteur de talent qui n'aime pas forcément la saga ne pourrait pas intervenir dans la série? Après, ce qui est sûr, c'est que bon, comme il y a ces fameuses polémiques là avec l'autrice de Harry Potter, quelque part, si tu n'aimes pas foncièrement Harry Potter, tu vas pas forcément aller t'impliquer dans ce projet. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Il faut aimer Harry Potter au-delà des égards qu'on peut avoir par rapport aux polémiques et par rapport à peut-être l'entachement de sa carrière et plein de choses. Papa Essiedo, il y est allé en sachant, je pense aussi, qu'il allait se faire prendre des sauts de merde par tout le monde. En plus que les gens allaient le critiquer pour le choix de ce casting. Enfin, plein de choses. Donc, tu peux dire que, effectivement, t'as raison. On soit sur des personnes qui, au moins, ont une considération je pense, au-delà de tous les problèmes que ça peut impliquer, ils sont vraiment passionnés. Par le projet, en tout cas, pas forcément par la saga. En tout cas, ça vaut pour les adultes. Pour les enfants, après... Je pense que les enfants... Quel enfant n'est pas fan d'Harry Potter ? Il y a des enfants qui ne sont pas fans de Harry Potter, ça existe. Et des enfants qui n'ont jamais lu, qui n'ont jamais vu. Oui, mais les gens, ils sont littéralement entourés de l'univers d'Harry Potter qui est merveilleux sur le tournage. Donc, à mon avis, ils peuvent pas être... Oui, bon, c'est vrai qu'à mon avis, tu fais un casting pour ce truc, tu lis au moins un livre ou tu vois au moins un film. Mais je pense que par exemple, celle qui a été castée, je sais pas, n'importe quoi pour Parvati Patil, elle a poncé les livres dans chaque ligne où il y a Parvati, tu vois. Ils veulent savoir ce qu'ils vont jouer, ils veulent savoir dans le rôle qu'ils vont avoir dans l'avenir. Enfin, ça doit être excitant pour un jeune acteur, quand même. En parlant de jeunes acteurs, on a eu la révélation par The Sun du cachet, qu'ont eu les enfants du Golden Trio, Harry Potter, Hermione Granger, Ron, et pas de jaloux. Ils ont tous eu le même salaire. $660,000, l'équivalent, c'est-à-dire 500 000 livres sterling chacun pour la saison 1. Ça nous dit peut-être plusieurs choses. Déjà, c'est bien, parce que il y a pas de guerre d'ego. Mais aussi, il peut y avoir un petit truc de se dire, attends, mais c'est bizarre, parce que Dominic McLaughlin, c'est un travail bien supérieur à Lester Stout et à Arabella Stanton. Parce que, en vrai, il y a, je pense, au moins 2 épisodes où le mec, il est tout seul. Il a les scènes tout seul. Et les copains, ils sont pas là. Donc, soit, ils ont dit, ok, pour éviter les guerres d'ego de machin, on met tout le monde sur le même pied d'égalité, et malgré que Dominic McLaughlin doit quand même, je pense factuellement, avoir plus de temps d'écran et plus de travail. Ou alors, on peut se dire que ils ont abordé cette série comme étant une série plus qu'une série Harry Potter qui porte le nom de la franchise, etc. Une série Harry, Ron, Hermione. On sait qu'il va y avoir Ron chez lui, on sait qu'il va y avoir Hermione chez elle. Est-ce qu'ils vont pas nous proposer les 3 histoires en parallèle en mettant tout le monde sur un pied d'égalité? Possible? Moi j'ai envie de juger quand même ces 500 000 pounds, donc ces 500 000 livres sterling, parce que en vrai oui ça paraît plutôt convenable, mais ce sont quand même des enfants qui vont jouer sur 10 ans. Certes c'est quand même énorme, mais c'est juste que du coup ça va les coller à la peau toute leur vie, ou presque. En tout cas, tout comme... Voilà. Donc après, s'ils gagnent ce même argent, où ça peut augmenter... ça va augmenter. Au fur et à mesure des saisons, c'est sûr que à la fin, ils vont certainement pas dépenser grand chose de ça dans les premières années, si c'est pas leurs parents qui dépensent déjà tout. Je crois que Daniel Radcliffe, parce que j'ai mis la comparaison ici, le premier film Daniel Radcliffe touche 1 million
et Rupert Grint et Emma Watson 125 000, selon les estimations qui étaient trouvées. En tout cas, le seul chiffre vraiment très sûr, c'est 1 million qu'a touché Daniel Radcliffe, et Rupert Grint et Emma Watson, c'était 13 en tout. Logique, il avait beaucoup plus de temps d'écran, et c'était la star du film. C'est logique. Tu te rends compte qu'on est 1 million, c'est la moitié du budget moyen pour un film en France. Et je crois qu'il faut vérifier, mais Daniel Radcliffe, à la fin de la saga, je crois, a touché 25 millions. Pour le dernier film. Donc vous voyez que, à mon avis, même eux, de ces jeunes acteurs, vont finir par gagner beaucoup. Et on nous disait, selon l'article, s'ils continuent comme ça, ils sont en passe de devenir multimillionnaires avant même d'avoir 18 ans. Bah oui. Ok, mais il y a des choses à dire. Déjà, par rapport à la comparaison qu'on a avec les acteurs des films, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste par rapport à tout ça? Eh ben moi je trouve que c'est pas si énorme. Pourquoi? Parce que Daniel Radcliffe, il a touché 1 million. Il a touché 1 million. Beaucoup ont dit, mais c'est honteux, alors que le trio original, ils sont légendaires, et qu'ils sont super connus et populaires, ils ont touché que ça, alors que eux, ils touchent plus, machin. Faut savoir qu'à l'époque, personne les connaissait, quand ils ont tourné le premier film, c'était pas une valeur sûre, hein. Donc, cet argument, il est bidon. En plus, il tourne beaucoup plus. Une série comme ça, 8 heures de contenu, c'est beaucoup plus long à tourner qu'un film. Vraiment. Faut se rendre compte que c'est leur vie, en fait. Leur vie quotidienne, c'est ça. Voilà, je pense qu'on peut pas dire autre chose. Bah après, c'est vrai. Déjà, faut se rendre compte quand même que 1 million ou même 500 000, c'est énorme. 500 000 $ ou 660 000 $, là, rendez-vous compte le nombre d'années de salaire que c'est de quelqu'un qui travaille. Donc en fait, c'est quand même assez. Oui, assez non mais dingue. d'accord. Mais ok, c'est on va dire un tarif standard. Mais par rapport, je veux dire, si on fait la comparaison par rapport au film, je trouve ça à la limite d'être un peu ridicule. Parce que en fait, oui, ils ont touché moins. Par exemple, Rupert Grint et Emma Watson, ils ont touché moins, mais c'était pour beaucoup moins de temps passé sur le plateau. Et en plus, aujourd'hui, il faut prendre en compte l'inflation et tout ce qui s'ensuit. Donc, in fine, ils touchent quelque chose qui, par rapport à leurs prédécesseurs, c'est pas tant que ça. C'est pas tant que ça, encore plus que on va ouvrir une autre page, un autre dossier intéressant. C'est est-ce qu'ils peuvent garder cet argent? Est-ce que on peut leur prendre? Est-ce que par exemple, parce que l'argent ils vont le gagner, mais c'est leurs parents qui vont le toucher. Est-ce qu'ils peuvent le dépenser? Est-ce qu'ils peuvent voilà. Donc aux États-Unis, parce qu'on peut on va comparer aux États-Unis, parce que c'est l'autre star system, on peut le dire. Eh bien, c'est régi par la loi Coogan. La loi Coogan, c'est ok, le contrat pour ce jeune acteur, il est fait. 15% de la somme qu'il va toucher, elle est réservée. Donc ça, c'est tous ceux qui travaillent dans le secteur du divertissement, placé sur un compte fiduciaire, c'est-à-dire un compte qui appartient à l'enfant, mais sous l'autorité du parent, quoi. Et donc l'argent est bloqué. Donc ça s'appelle un compte Coogan jusqu'à ce qu'il passe 18 ans. Et là, il en bénéficie. Le projet il date de 39 en réponse au cas Jackie Coogan, c'est un enfant star dont la mère et le beau-père avaient dépensé toute sa fortune de 4 millions de $. Voilà, ça c'est pour la culture, vous pourrez le ressortir en dîner de famille, ça fait plaisir. Tu parles des États-Unis quand même, mais là c'est le Royaume-Uni en l'occurrence. Voilà. Donc, mais c'est pour vous dire que ailleurs dans le monde, il y a des trucs qui protègent quand même, et pour faire en lien avec les États-Unis, si ça avait été une production hollywoodienne, il serait protégé un tant soit peu. C'est pour faire la comparaison, je le fais là parce que j'ai trouvé un article intéressant de Dexter To qui nous parlait de ça. Donc c'est pour vous dire, là où par exemple certains endroits dans le monde, il y a des lois, il y a des déterminations, eh bien c'est pas le cas au Royaume-Uni par exemple. Donc en France, il me semble, si c'est pas 90%, c'est 100% de la somme qui est bloquée jusqu'aux 18 ans. Je sais pas. Mais je dis ça parce que notre mère a été comédienne par le passé et il me semble que tout l'argent qu'elle a gagné pour le court-métrage qu'elle a interprété, eh bien était passé sur un compte bloqué jusqu'à ses 18 ans où elle a pu récupérer l'argent. OK. Voilà. Mais parlons du Royaume-Uni du coup. Au Royaume-Uni, il n'y a aucune loi qui ne force les parents à bloquer l'argent. Alors, on peut se dire attends, ils peuvent dépenser tout l'argent des enfants. Bon, vous pouvez vous dire si les enfants sont d'accord, ça leur pose pas de problème, tout ça, ok. Mais il y a quand même un problème éthique derrière, c'est de se dire, tu dépenses l'argent que c'est ton enfant qui a gagné en jouant, quoi. C'est pas ouf. Bon, ça veut pas dire que le trio va forcément être en dehors de toute protection, puisque
il y a souvent dans les contrats des jeunes acteurs au Royaume-Uni une clause qui oblige les parents à verser une part des fonds sur un compte fiduciaire, un peu la même chose que les États-Unis, sauf que c'est pas obligatoire, c'est dans le contrat, ça peut être dans le contrat, c'est pas sûr, hein. C'est pour ça que on dit peut-être qu'ils ont protégé, peut-être qu'ils ont pas protégé, et dans ce cas-là, effectivement, ils seront réservés, ces revenus-là, jusqu'à ce qu'ils puissent en avoir l'accès à leur majorité. À mon avis, comme là, on est sur un projet quand même où il y a beaucoup d'enfants, et où donc là c'est quand même un projet colossal, on est sur plusieurs milliards de dollars, on peut quand même se dire que ils ont déjà dû mettre cette clause dans tous les contrats avec les enfants pour que, en tout cas pour les 3 enfants quoi, pour que les parents touchent pas l'intégralité, enfin ne payent pas l'intégralité directement. Après, effectivement, on part du principe là que les parents sont des salauds. C'est pas forcément le cas. Je veux dire, les parents peuvent dire, ok, on a cet argent sur notre compte, on le touchera pas. Mais tout le monde sait que c'est quand même compliqué, quoi. Donc, à voir. Et je serais curieux d'avoir, quand on aura les détails, de toute façon, on vous les partagera, si jamais on a des bruits de peut-être des clauses de machin, parce que ça me pose question, est-ce que ils sont en dehors de toute protection et de la sûreté que leur travail sera récompensé quand ils seront plus âgés. C'est vraiment parce que là je les vois sourire sur cette photo et je me dis j'espère que ils continueront à avoir ce sourire toute la série. J'espère que la vie ne va pas les abîmer. Ils ne seront pas embêtés justement à cause de ça. Je pense que j'espère bien qu'ils vont pas trop être en contact avec les réseaux parce que ça peut être compliqué. Bref, donc souvent un salaire est versé dans une fiducie, etc. dans les contrats. De plus, les lois sur le vol et la fraude au Royaume-Uni s'appliquent également dans ce contexte, ce qui signifie que l'argent gagné par les enfants stars ne peut pas simplement être dépensé par les parents, car il leur appartient légalement. C'est-à-dire que c'est pas parce que l'argent leur appartient qu'ils peuvent en faire n'importe quoi. C'est aussi, ça peut pourquoi pas être aussi considéré comme du vol. Bref. Par contre, ils ne vont pas devoir tout garder, puisqu'ils, quand ils toucheront cet argent, si jamais ils sont protégés, etc., ils devront payer des impôts sur les revenus supérieurs à 12 570, bref, c'est les détails en vrai, voilà, mais ils seront imposés, même s'ils ont gagné cet argent, enfants, ils paieront comme des adultes quand ils toucheront, mais ils auront par contre des cotisations sociales exonérées jusqu'à sur leur revenu qu'ils toucheront jusqu'à ce qu'ils ont 16 ans. Jusqu'à ce qu'ils aient 16 ans. Bref, pour l'instant, ils sont tous 12 ans. Arabella Stanton est plus jeune, elle vient d'avoir 12 ans, je crois, il y a 2 jours, ou quelque chose comme ça, au moment où on s'enregistre. Donc, voilà. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu les livres, des livres audio qui sont sortis sur Audible, vous savez, la plateforme de livres audio d'Amazon, où justement ils appellent ça Harry Potter Full Cast. Et Arabella Stanton a interprété la voix de Hermione Granger sur les 3 premiers tomes. Et il paraît que c'était la plus jeune des comédiens-comédiennes qui étaient sur le plateau, enfin qui étaient enregistrés, et il était dit qu'elle avait 11 ans. Donc comme ils ont été enregistrés il y a un peu plus d'1 an, cela paraît logique. Si elle avait 11 ans l'année dernière et qu'elle a 12 ans cette année, on est plutôt bien. Oui. Voilà. Mais voilà, en tout cas, il faut savoir que son anniversaire est en avril. Voilà, donc elle avait certainement 11 ans en avril l'an dernier. On avait oublié la dernière fois cette photo de Nick Frost, qui a l'air d'être dans le métro londonien. On s'en fout. On a eu un premier aperçu de Poudlard, parce qu'en fait, on avait oublié de le mentionner, mais en fait, sur une des vidéos des influenceurs, vous savez, certains influenceurs du monde entier qui ont été invités, il y en a eu un influenceur en France, le nom, je m'en souviens plus, qui ont été invités sur le plateau de la série et qui ont pu filmer un petit peu en FaceTime, enfin en mode selfie, eh bien le plateau, bon ils n'ont pas montré grand chose, mais sur un coin de machin on a pu voir ces images qui nous montrent ce qui a l'air d'être des concept art de Poudlard ou machin, puisqu'on voit, on a l'impression ici les tribunes du Quidditch, et on voit un bout ici de château, qui est peut-être vraiment le château de la série. Mais donc c'est au studio Leavesden qu'on a vu ça, et en fait ça a réveillé certains enquêteurs qui sont allés trouver ce château avec exactement la même disposition. Les gens du temps.
Et donc, du temps, on avait un petit coup de Google Lens et c'est fait. Mais on a donc ce château qui est le château Saint-Michael's Mount en Cornouailles qui nous le montre. Voilà. Et donc c'est ce château-là qui a inspiré peut-être Poudlard. Peut-être. En tout cas, j'avoue que sur la photo, on voit vraiment pas grand-chose, donc c'est vrai que on a un petit aperçu, mais pas de quoi se mettre grand-chose sous la dent. On avait déjà eu un petit aperçu de Poudlard quelque part dans le cours d'histoire de la magie dans la bande-annonce, mais c'était vraiment de loin en pixelisé et en plus en une forme de dessin, donc on pouvait pas savoir exactement à quoi ça ressemblait. Bref, c'était un tunnel. Christopher Nuyens qui rejoint le casting de la série Harry Potter comme directeur de la photographie. Enfin, Nuyens, à mon avis, c'est Nuyen ou Nuyen, parce qu'à mon avis, il est français. Et il a travaillé sur Andorre et Lupin, la saison 1 de Lupin, c'est tout lui. Voilà, en directeur de la photographie. Il sera en poste pour les épisodes, donc c'est l'exclusivité du média Wizarding World Direct. Il donc sera directeur de la photographie pour les épisodes réalisés par Benjamin Caron, donc pour cette série, ou Benjamin Caron, je sais pas dans quelle prononciation il faut le dire, dans la série. Et on sait que les épisodes 1 et 2 seront réalisés par Mark Mylod, et les épisodes 3 et 4 par Lucy Forbes. Donc c'est ni les épisodes 1, 2, 3 et 4, donc peut-être les épisodes 5, 6, 7 ou 8. Je pense plutôt 5, 6 ou 7. Parce que le 8 risque d'être réalisé par Mark Mylod. Et là on nous dit les épisodes, donc peut-être qu'il y aura au moins 2 épisodes par notre Benjamin Caron. C'est pas impossible. En tout cas, c'est intéressant parce que ça signifie quand même que c'est certainement le directeur photo de Benjamin Caron, et donc que les réalisateurs, quelque part, demandent à avoir tel directeur photo. Pour information, directeur photo, c'est lui qui s'occupe de toute l'image et de toute la lumière, surtout, qui va composer la lumière du cadre que vous voyez dans les films et dans les séries. Et donc, hâte de voir, justement, ces images et cette lumière. Et je viens de vérifier, désolé, c'était faux, il est belge. Bon, les Belges, les Français, on est ensemble. Non, mais en tout cas, c'est un nom francophone. Oui. On a eu cette photo officielle partagée à l'occasion de ce qui a été dévoilé à l'époque, puisque là, je vous rappelle qu'on parle du 2 avril, que d'ailleurs, c'était un peu inattendu, ça y est, vous allez avoir dans 3 jours, vraiment 3 jours avant, un contenu de trentaine de minutes qui s'appellera Finding Harry. Donc cette image est très cool. On voit là Fred, à chaque fois je dis Fred ou George parce qu'on sait jamais lequel c'est du coup. On voit le Nimbus 2000, on voit le manche du Nimbus 2000 que j'aime bien. Là où le bout de le reste du balai est moins... On voit Ron, ça j'en parle d'ailleurs dans la vidéo analyse du trailer qui partira sûrement un jour, vous inquiétez pas, dans les prochains jours ça arrive. D'ailleurs tout ce qui a été analysé dans la bande-annonce et aussi de Finding Harry dans cette vidéo qui va sortir, je ne l'ai pas inclus là, puisque ça sert à rien, ce sera un doublon. Donc on voit qu'il a le logo des canons de Chodley sur son manteau. Encore un petit clin d'œil à Ron. Ah oui, bon ça c'était pas une spécification super importante. C'est bien, ça des spécifiques, voilà. Ouais, on a compris. Ouais. Donc pour parler de Finding Harry, The Craft Behind the Magic. Donc à la recherche de Harry. À la recherche de Harry en français, il est sorti donc le 5 avril 2026 sur HBO. Et donc il emmène les fans dans les coulisses de la série dans un nouveau special de 25 minutes qui inclut un aperçu des décors de la série, du casting et plus encore avec des apparitions des membres de la distribution, dont John Lithgow, Janet McTeer, Papa et Siedu. Le special est narré par Nick Frost, l'interprète de Hagrid. On peut vous donner un avis rapide sur ce qu'on a pensé. On l'a découvert en live, si vous voulez, vous pouvez aller voir. Alors il n'y a pas les images, hein, on a le son un peu faible en français que on vous a mis et on a réagi à ça. On avait un peu analysé d'ailleurs à chaud. Bah d'abord c'est très sympa de voir tout ce qu'ils ont pu faire pour cette nouvelle série, tous les nouveaux aperçus qu'on a pu avoir et notamment au niveau des animaux fantastiques, des créatures magiques et tout ce qui peut être niveau costume, niveau décor et tout ça. Mais c'était 25 minutes, on n'a pas appris grand chose, c'était vraiment une sorte de... C'était presque un teaser pour un vrai making-of. Ouais. Voilà. Ouais. Moi je trouve que c'était sympa ce qu'on a eu dedans, mais c'était un très mauvais docu. Vraiment. Et surtout, ne payez pas pour HBO Max pour voir ce truc. Ça aurait dû sortir sur la chaîne YouTube, je ne comprends pas, c'est honteux. C'est 20 minutes sans générique.
ça nous révèle pas grand-chose. C'est pas bien monté. Enfin, c'est pas bien monté. Avec ce qu'ils ont pu avoir, je pense que c'est plutôt bien monté. C'est juste que le docu est pas passionnant, quoi. Vraiment, il se passe pas grand-chose. Donc voilà. Mais on a eu plein de nouveautés dont on va vous parler ultérieurement. Le programme, par contre, est vite devenu top, hein, des films dans le monde sur HBO Max, devant Anaconda, 28 ans plus tard 2, ou encore The Creator, ce qui veut bien dire qu'il y a une sorte d'engouement autour de la série, et que même si ce vieux truc banal de 20 minutes sort maintenant, eh bien c'est déjà le film le plus streamé sur HBO au moment de sa sortie. On a déjà parlé ou pas justement de l'engouement qu'il y a eu pour la bande-annonce de la série Harry Potter? Tel Harry Potter et Wingardium Leviosa Revelio, nous avons l'info directement. Donc parlons-en. Et oui, et donc en fait la bande-annonce plutôt que la série. La bande-annonce de la série, elle a cumulé 277 millions de vues en 48 heures, ce qui est juste énorme, devenant la plus regardée de l'histoire de HBO et HBO Max, et on peut dire aussi quand même l'une des plus regardées de tous les temps quand même, parce que c'est quand même assez énorme. C'est pas l'une des plus regardées de tous les temps. Non mais en 48 heures... Moi qui suis Marvel... Spider-Man Brand New Day, en 4-5 jours, il a fait 1 milliard de vues. Oui, mais là, donc, on parle de 48 heures. Après, c'était le record de tous les temps, donc oui, bon. On parle de 48 heures aussi. Et si, quand même, quelque chose à dire, c'est que il a aussi été très divisé. C'est-à-dire qu'il y a un tiers, quand même, de notes négatives sur cette bande-annonce. Mais ça veut pas dire grand-chose, sachant que il y a beaucoup de bandes-annonces qui sortent, qui ont souvent des scores, voire pire, qui ont 40%, 50%, voire 60% d'avis négatifs. Non mais là, oui, effectivement, je pense qu'il y a eu vraiment des rageux qui sont rassemblés. Parce que je crois que le nombre de dislikes est quasiment égal ou même supérieur maintenant au nombre de likes sur la bande-annonce sur YouTube. Donc ouais, il y a une communauté qui s'est regroupée pour dire que c'était de la merde pour plein de raisons. Oh là là, Rogue il est noir. Franchement, on va quand même souffler. D'autres qui effectivement à juste titre ont certains défauts qu'ils ont relevés, notamment le fait que c'est assez sombre quand même le ton et que nous on a envie de magie, on n'a pas envie de déprime. Donc il y a certaines choses qui sont autour de ça. Il y a aussi toute une autre partie des gens qui se disent ouais mais ça sert à rien ce remake là. Et puis il y a d'autres qui disent on n'arrivera jamais à dépasser les films. Donc voilà, toute cette communauté rassemblée, vous avez les racistes, les gens qui ont décidé de pas aimer, plus les gens qui ont pas aimé premier degré ce qu'ils ont vu, ça fait que au final il y a eu plus ou moins égalité de dislikes sur la bande-annonce. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on peut avoir un avis négatif sur la bande-annonce, mais on peut pas détruire une série avant même qu'elle soit sortie. C'est-à-dire que là, on a que la bande-annonce, on a que certains visuels. C'est à partir du moment où la série sortira que là, on pourra vraiment donner un jugement crédible et personnel. Au-delà des dislikes, les gens ont, en majorité, je pense, apprécié. Les fans ont apprécié, je pense. Moi j'ai vu, en tout cas de tous les fans que j'ai pu suivre sur YouTube ou sur Instagram ou peu importe, c'est vrai que la bande-annonce a plutôt été appréciée. Notamment par moi. Elle dépasse donc le record du nombre de vues pour une bande-annonce HBO Max, ce qui veut dire que ça va être le plus grand projet d'HBO Max. C'est pas surprenant. Donc là on va parler du contenu même, on va pouvoir en discuter, on va essayer de le faire assez rapidement, mais justement, on va rentrer dans l'analyse de Finding Harry, pour revenir d'ailleurs à ce programme qui nous intéresse. Les directrices de casting, Emily Brockman et Lucy Bevan, ont révélé que leur équipe avait enregistré plus de 40 000 candidatures pour le casting de la série. Avant de perdre le compte, ils ont dit bon on a arrêté de compter tellement il y en avait. Et ils ont donné à des enfants de tout le Royaume-Uni la possibilité d'envoyer leur candidature en ligne d'abord, avant que l'équipe ne se rende un peu partout pour organiser des auditions en présentiel. Donc je pense que parmi les 40 000 candidatures, ils ont dit ok lui il est intéressant, lui il est intéressant. Ils étaient rappelés et il y avait un point de ralliement où ils venaient pour voir les auditions en présentiel. Après, ce qui veut dire, moi ce que j'ai compris en tout cas dans ce que cette directrice de casting a dit, c'est que ils ont arrêté de compter à partir de 40 000, ce qui veut dire que ça se trouve, c'était 50 000, 60 000, on sait pas, mais ça veut dire que c'était bien plus que 40 000, tellement c'est énorme. Et plus que 35 000 qui était le chiffre, ou 32 000, je sais plus, le chiffre qu'on avait eu à l'origine concernant le nombre de participants, le nombre de candidatures. Et puis le nombre de candidatures aussi, on avait dit pour Harry, ce qui est un peu différent de candidature pour tous les enfants. Qu'est-ce qu'on avait dit pour Harry ? Non mais il y a la candidature pour Harry, et puis il y a la candidature pour Ron, pour Hermione. Mais là c'était pour les trois. Ah bon, t'es sûr ? Oui. Je suis absolument sûr. Mince alors. Donc arrête avec tes précisions en bois.
Bon, on va passer. Voilà, il faut retenir quoi, qu'il y a eu énormément de gens qui ont passé ce casting. Et quand tu sais que tu peux gagner 500 000 dollars derrière, 500 000 livres sterling, bon bah tu peux essayer essayer de le faire. Mais mais en vrai je pense pas que c'est la motivation. Non. La motivation c'est de faire un truc énorme, incroyable, une grande aventure. Je pense que beaucoup de gens qui ont regardé Harry Potter ont dit non mais c'est fou si moi je suis cassé. Et puis il y a aussi des acteurs en herbe qui se sont dit mais si je suis dans cette série, ça y est ma carrière elle est lancée. Ce qui je pense est vrai d'ailleurs. Et si jamais ils nous castaient pour être professeur de l'équipe de Beauxbatons pour la 4e saison. Les professeurs de Beauxbatons 20 ans boutonneux, ça va, hein. Je pense qu'ils ont pas besoin de nous. Hein. Bah attends, tu sais que les profs sont souvent jeunes hein, à Poudlard. Ouais, pas faux. Faux. Flitwick, McGonagall, Beans. Allez, Alastair Stout, pour revenir progressivement et en partie sur tous les membres du Golden Trio, où est-ce qu'ils ont été un petit peu trouvés par la production. Alastair, il a été trouvé, lui, à Manchester. En tout cas, je pense pas qu'il habite à Manchester, mais je pense que vous avez dit, hein, il y a des points de ralliement où ils sont allés faire passer des vraies auditions. Donc d'abord, il y avait la en ligne, et après, je suppose qu'ils te donnaient rendez-vous pas loin de là où t'avais passé ton truc, avec tous les autres qui étaient dans le coin. Donc on sait qu'ils sont passés en Irlande, qu'ils sont passés notamment Manchester. Donc, Manchester, c'est là où ils ont trouvé Alastair Stout, et ils l'ont trouvé d'entrée de jeu charmant et drôle. Voilà, dès le premier instant. Et Arabella. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je l'ai trouvé aussi charmant et drôle dès l'instant où j'ai vu cette bande-annonce. Arabella, du coup, qui joue Hermione Granger, elle s'est présentée à Londres. Bon, étonnant. Où donc elle a récité le poème Invictus, ce qui montre déjà bien un trait hermionistique, si je peux utiliser cet adjectif. Je pense que c'était une bonne idée de sa part. Voilà. Puis elle a joué une scène plus humoristique, voilà, devant les responsables du casting, afin de leur prouver qu'elle savait se montrer enjouée, en fait, qu'elle savait jouer plusieurs trucs, sachant que Arabella Staunton, comme on l'a déjà dit par le passé, est une actrice régulière, enfin elle a déjà joué dans d'autres trucs avant, pièces de théâtre, comédie musicale. Voilà. Et qu'elle a été castée dans les livres audio, je pense que ça a été un boost pour elle. On ne peut pas le prouver, mais je pense que ça s'est fait en parallèle et que quand elle a été prise sur les livres audio, ça a boosté sa candidature du côté de la série. Je pense que c'est impossible que les deux soient faits indépendamment l'un de l'autre. Ça me paraît impossible. Mais bref. Donc ça, c'était pour eux. Dominic McLaughlin, lui, il a passé son audition à Glasgow, donc est-ce qu'il serait pas irlandais, notre Dominic, pardon, j'allais dire Daniel Radcliffe. Eh bien, il me semble que souvent dit, il me semble qu'il y a pas mal de monde qui disent qu'il a un accent irlandais, mais ça se trouve, je me fais des idées parce que c'est John Lithgow qui copie un accent irlandais. Tu enchaînes les informations catastrophiques. Voilà, je suis fake newsman. Ah oui, vraiment, n'écoutez pas ce qu'il dit. Non, bon bref, alors est-ce qu'il est irlandais, j'en sais rien. Non, en tout cas, il a passé son audition à Glasgow. Supprimez tout le reste des informations qui vous ont été précédemment rapportées, notamment par Émile. Mais c'est pour vous faire rire. Ça rattrape pas aux branches. Il est en train de tomber, là, du haut d'un immeuble. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'on dit les réalisateurs qui ont été séduits par ce jeune homme ? Et il est sceptique vis-à-vis du monde des adultes, il dégage une certaine vulnérabilité, une mélancolie et un côté solitaire, a déclaré, donc c'est Bevan qui a déclaré ceci, et alors qu'il cherchait un acteur incroyable âgé de 10 ans qui a l'air ordinaire mais qui est finalement extraordinaire. Et juste, j'aimerais préciser aussi que du coup, il est venu, Dominic McLaughlin, en interprétant un poème qu'il avait lui-même écrit. Voilà, donc il a voulu montrer aussi qu'il était capable d'improviser, enfin pas d'improviser, mais de créer, d'être un artiste. Voilà, et donc tout cela a séduit les réalisateurs, ce qui a fait qu'aujourd'hui, c'est l'acteur que nous allons découvrir le 25 décembre prochain. Oui, en précisant une nouvelle fois que il a écrit ce poème qu'il a écrit lui-même est un poème qui parlait d'un week-end dans sa vie. Voilà. Ça, c'est fait. Mais alors là, je vais vous donner une info complémentaire qu'on n'a pas eu dans ce reportage-là, mais sur Neuville, où est-ce qu'il a été trouvé et qui a donné cette info ? Matthew Lewis, très marrant, qui était à une convention à Orlando, et on lui a posé la question, est-ce que tu as rencontré le jeune acteur qui joue Neuville, c'est-à-dire Rory Wilmot ? Et lui, il a dit non, je l'ai jamais rencontré, mais il sait qu'il vient du Yorkshire. Donc on sait que le jeune
Neville a été trouvé à peu près au Yorkshire. Wilmot vient de là. Et peut-être que c'est un hommage ou une référence de fait de chercher ou de sélectionner particulièrement un acteur qui vient de ce coin-là à Matthew Lewis qui jouait donc le personnage de Neville dans les films et qui lui aussi vient du Yorkshire et donc lui est persuadé que c'est un peu lui qui a influencé le choix avec justement ce choix d'un jeune homme qui vient du Yorkshire. En tout cas, je crois que je vais pas désolé Matthew Lewis, je t'aime beaucoup, mais je crois que je vais pas avoir beaucoup de mal à voir Neville dans Rory Wilmot parce que je trouve qu'il est plutôt bien choisi. J'ai cru que t'allais encore ajouter une info catastrophique, mais bien joué, tu t'es réfréné là-dessus sur le coup. Non mais... Non, voilà. En parlant de relation entre un acteur et son petit nouveau prédécesseur, ça se dit pas du tout, non, c'est pas prédécesseur, c'est successeur. Je ne suis pas le frère de n'importe qui. Moi aussi, je peux raconter des trucs catastrophiques. Bref, Tom Felton. Tom Felton, allons-y. Il a récemment déclaré qu'il avait contacté Lox Pratt, donc le nouvel acteur de Harry Potter, sachant que Tom Felton, du coup, est l'ancien. Et donc, il lui a dit amuse-toi autant que possible, prends autant de photos que tu peux, vole autant d'accessoires que tu peux, ils vaudront une fortune, mais aussi, si tu as besoin d'un mot d'encouragement ou de questions à poser, je suis là. Et on sait que Tom Felton est un gars génial, en tout cas auprès des fans, ça on peut le dire. C'est même lui-même un fan en fait. Et il est toujours à Broadway en train de jouer Drago à son âge avancé. Je sais pas, il s'approche progressivement de ses 40 ans quand même. Et un petit message quand même. Drago Malfoy, Serpentard, qu'on peut dire, c'est vole autant d'accessoires que tu peux, ils vaudront une fortune, et en soi, c'est un conseil et en même temps une petite blague. C'est vrai que plus une personne possède d'accessoires de la série, plus il vaudra des mille et des cents. En tout cas, voilà. Ouais. Encore heureux, tu n'as pas envoyé une info qui... C'est bon, tu vas pas le refaire sur tout le Daily Harry. Catastrophique. Non. Mais c'était un petit peu quand même catastrophique. Non, je rigole. Pas. La série avait, en quelque sorte, selon HBO, un désir profond de s'ancrer dans le naturalisme. Ça, on en avait un peu parlé déjà. Au cœur de Harry Potter, la nature est la source même de la magie, déclare la chef décoratrice Mara Lepre-Sloop, expliquant la volonté de la série d'intégrer le réalisme magique dans la version HBO de l'univers des sorciers. C'était pas obligatoire cette histoire, parce que c'est jamais vraiment précisé que c'est en symbiose avec la nature, et peut-être qu'ils ont trouvé leur propre patte là-dedans. En tout cas, c'est directement montré dans le logo, le nouveau logo de Harry Potter, parce que nous avons justement ces branches qui finissent certains caractères, certaines lettres, et notamment aussi à Poudlard, où on a vu un tronc d'arbre à l'intérieur de l'entrée. Je vous invite à aller voir la vidéo analyse trailer qui va sortir, parce que déjà la dernière fois on disait ça va sortir, mais on le redit, ça va sortir à un moment. Et donc peut-être que c'est déjà sorti. Ouais. Peut-être, je sais pas quand est-ce que sort cette vidéo. En tout cas, là voilà, on voit en dessous de nous une image de Neville, dont on a parlé juste avant, qui se trouve dans une prairie ou proche d'arbres. Ça paraît être l'automne, et il tient à ce qui ressemble à un balai. Alors qu'est-ce qui fait la seule ? On n'était pas en train de parler de cette image, Emile. Non mais qu'est-ce qui fait la seule ? Non voilà, du coup, ils vont certainement ajouter certaines choses sur Neville. Peut-être passe-t-il le balai entre les feuilles, mais il en a pour longtemps. Il a pas fini, le Neville. Voilà. Et là, tu donnes une information qui est pas très utile aussi. Ça s'appelle de l'humour. Alors que toi, tu donnes des infos que tu penses vraies et qui ne sont pas Ou vraies. t'en as donné aussi. Oh, non, vous jugerez. Les uniformes des enfants qui seront confectionnés à partir de laine britannique, de boutons en coton biologique, de boutons en bois, de tartan écossais et de divers tissus naturels. On en va encore plus là-dedans, on va dans le côté tout est vraiment un peu naturel, en lien, en symbiose avec la nature, et puis on va dans ce qui est fait à l'endroit même, genre les uniformes de Poudlard, c'est des trucs qui sont faits plus ou moins en Écosse par des matériaux écossais, avec une volonté d'être réaliste comme on le sait avec cette série. Et quelque part aussi fait main, fait maison, fait artisanalement. Voilà, attention à une info encore une fois qui peut s'avérer catastrophique. Non, mais du coup voilà, en vendant ça, ils disent que quelque part les vêtements sont faits de façon artisanale, voilà.
Bon, allez. Arrête. On va faire des commentaires à chaque fois. Bon, on s'amuse bien ici. Chaque créature magique présentée dans la série est le fruit d'heures de recherche et d'observation de ses homologues réels dans la Série. nature. Ils sont obsédés par la nature, je ne sais pas ce qu'ils ont, mais ils ont bien raison, et ils ont créé des chouettes animatroniques en métal Et en plastique. conçus pour la série. Ils ont inséré une par une 36 000 plumes sur chacune des petites chouettes, des hiboux, je sais pas comment vraiment ça se traduit, mais c'est howl. Howl, voilà, mon accent est catastrophique aussi, parce qu'il y a pas que des infos qui sont catastrophiques, il y a aussi des accents. Et donc il y avait 36 000 plumes sur un filet collé à une armature de cette chouette métallique. 10 chouettes ont été créées pour la série. C'est marrant, tu parles comme Guillaume Play, là. En tout cas, ouais, voilà, c'est quand même assez épatant de savoir que ils ont collé 36 000 plumes sur chaque chouette, ce qui est quand même gigantesque quand on se dit le temps que doit prendre justement un collage. Alors est-ce qu'ils l'ont fait à la main? Est-ce que c'est une machine qui l'a faite? En tout cas, c'est énorme, et quand on voit le réalisme, on peut se dire bah chapeau. Chapeau. On peut parler aussi de Croutard. On ne dira pas sa vraie identité, sinon on va peut-être en spoiler certains. Je pense que on spoil absolument toute la saga dans cette émission. Mais bref, un animatronique de Croutard a été produit pour la série, doté de moteurs intégrés dans son corps pour imiter des mouvements naturels de rat. Il y en a aussi un qui mord. Et John Nolan, superviseur de la conception des effets spéciaux pour les créatures, a déclaré « Il ne donne pas l'impression d'être trop robotique ou rigide, ce qui aide vraiment l'acteur qui le prend à la start-out. » Et je tiens à faire une petite précision qui parle de cette émission même, de ce podcast. On a parlé de John Nolan au moment où on savait qu'il allait incarner le mec qui s'occupe des effets spéciaux pour les créatures magiques, et on avait complètement donné des infos Fake. catastrophiques. Oui, parce qu'à l'époque on disait oui, c'est le mec de la famille de Nolan, Christopher, il a joué dans certains de ses films. C'est faux. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? L'autre jour, je scrolle sur X et je vois John Nolan est mort. Je dis oh non, c'est le mec qui travaille sur Harry Potter. Pas du tout, c'est le mec de la famille de Christopher Nolan qui a joué dans certains de ses films, et qui était acteur, c'est pas très intéressant. Mais du coup, je me suis dit oh merde, ils ont perdu le truc dans la série, ils doivent être deg. Le mec, il est jeune, il va très bien. Ce n'est pas le même John Nolan. Donc on vous avait donné des infos nulles. Voilà. C'est comme John Williams, quoi. Il y a tellement de John Williams que on pourrait les confondre. Ça n'a aucun rapport. Mais donc ça, c'était sur Croutard. Et honnêtement, on peut donner l'avis, que ce soit sur les chouettes ou sur ce rat, il est très réaliste. Et honnêtement, je me fais avoir, je me dis, ça va être très bien, ça permet aux acteurs de manipuler l'animal sans problème, sans peur peut-être de réaction, puisque en fait tout est planifié, tout est prévu. Donc c'est pas un vrai animal. C'est pas un vrai animal, donc le manipuler, peut-être pouvoir faire des effets magiques sur lui et tout, sans le heurter ou lui faire du mal. Donc là je trouve ça très très bien. Et en plus ça va permettre peut-être de montrer beaucoup plus de Croutard, parce que c'est beaucoup plus facile de montrer un animatronique qui se déplace dans les couloirs comme ça, ou qui fait certains trucs un peu marrants, ou est toujours avec Ron, que devoir dresser un rat pour l'inclure dans toutes les scènes comme ils ont dû le faire à mon avis dans les films. Et c'est éprouvant, parce que tu dois trouver un mec qui est un dresseur de rats, et je pense que c'est compliqué. Enfin voilà, hâte de voir Croutard dans la série aussi, parce que c'est un personnage important. Parmi les autres créatures, on nous avait promis qu'on allait parler des nouvelles créatures de la série. Eh bien, nous avons quelqu'un qui nous a rien dit, nous, au premier abord, c'était le Fangieux. On aura un au moins, ou plusieurs Fangieux, qui sont des créatures des marais introduites dans le livre Les Animaux Fantastiques de 2001. Vous savez, ce truc un peu annexe, spin-off de l'univers d'Harry Potter, écrit par J.K. Rowling à l'époque, avec Quidditch travers les âges et les contes de Biddle le Barde. Et il me semble qu'il a été adapté dans quelques jeux vidéo, mais bien vieux. Non, il y a Hogwarts Mystery, il est aussi dans Hogwarts Legacy, je crois, donc c'est pas si vieux que ça, finalement, le truc bien vieux. Est-ce qu'on serait pas sur une info catastrophique? Non, en vrai, il apparaissait déjà sur des jeux beaucoup plus vieux. Oui. Info quand même catastrophique. Alors, donc ça a été aussi mentionné dans le film, le premier Les Animaux Fantastiques, même si on l'a jamais vu.
Et voilà, que dire. Eh bien, on nous dit que dans le livre des Animaux Fantastiques, qui ressemble à un morceau de bois mort lorsqu'il est immobile, mais de plus près, il laisse apparaître des pattes munies de nageoires et des dents très pointues, ce qu'on retrouve ici d'ailleurs sur ce fangeux dans la série. Et il aime manger les mandragores, c'est son plat préféré. Ces mouvements ont été directement inspirés de la... Ne dis pas série, s'il te plaît. Nature, bien sûr. Voilà, donc c'est très cool et c'est l'une des créatures qu'on retrouvera tout comme les Veracras. Les Veracras, qui sont bien crasseux là. En tout cas, voilà, vous avez une photo ici des Veracras que nous avons pu voir dans Finding Harry. Et c'est vrai que donc c'est un animal qu'on retrouve assez régulièrement dans le livre Harry Potter, dans les livres, et notamment dans Le Prisonnier d'Azkaban, après l'incident avec Buck, puisque Hagrid, on va éviter de spoiler, mais donc pour éviter... Bon, on peut spoiler, hein, Malfoy est blessé par Buck, un hippogriffe, voilà, donc il a des problèmes, Hagrid il est convoqué par le ministère de la magie, il est un peu dans la merde, et il est un peu, soucieux de se dire, j'ai peut-être merdé, je vais peut-être mettre un truc un peu moins dangereux que les hippogriffes, on va plus venir me saouler. Et donc il propose les Veracras, qui est absolument pas dangereux, mais absolument horrible à tenir, et voilà, enfin on le voit là, et voilà, et même Hagrid, du coup à la fin de l'année du Prisonnier d'Azkaban, pour l'examen final, eh bien il demandera aux élèves de les garder en vie pendant 1 heure. D'ailleurs, en faisant un chat, j'ai vu qu'en fait, pour les élèves, c'était le truc le plus simple du monde. Parce qu'en fait, la manière de les laisser vivre, c'est de vraiment ne pas rentrer en interaction avec eux, quoi. De les laisser tranquilles, voilà, littéralement. Et aussi, ce que j'ai trouvé drôle, c'est qu'en fait, tellement Hagrid, en fait, va faire des cours sur eux, donc que en fait, les élèves, c'est vraiment chiant pour les élèves, parce qu'ils passent leur cours entier à leur donner de la laitue, puisqu'ils mangent de la laitue. Et en fait, à la fin de l'année, on découvre qu'ils sont crevés, parce qu'en fait, quand tu leur donnes trop de laitue, ils meurent. Et en fait, c'est des créatures vraiment, mais nulles. Enfin, pas nulles, parce que j'ai aucun jugement. Mais juste, ils meurent, mais si facilement, quoi. Ça meurt, quoi. C'est, à tel point qu'une épreuve, faut le garder en vie, tu vois. Bon. Donc c'est les Veracras. Ça ressemble un peu aux limaces, mais version fantastique. Et un peu plus dégueulasse. Les crabes de feu seront là aussi. Les crabes de feu qui ressemblent à des crabes, évidemment. Est-ce qu'on serait pas sur une nouvelle info catastrophique? Bon, là, c'était fait exprès. C'était fait exprès. Là, ça devient carrément info gênante pour le coup. Bon, donc non, en fait, il ressemble plutôt à des tortues. C'est ce qu'on voit là, tortues avec une forme de carapace, avec je ne sais plus comment on peut appeler ça, des sortes de cristaux sur cette carapace. Précieuses, je sais pas, des cristaux, c'est pas mal. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Ils sont au sujet de l'épreuve de soins aux créatures magiques lors du 5e tome, donc pour les buses. Pour les buses dans l'ordre du Phénix. Et c'est vrai que Hagrid va créer les fameuses croûtes à pétards dans Harry Potter et la coupe de feu, en mélangeant, parce que c'est lui qui crée l'espèce, en mélangeant notamment 2 espèces, et le crabe de feu en fait partie. Le crabe de feu qui n'est pas un crabe. Voilà. Ah oui, petite précision, parce que peut-être qu'ils vont aller jusqu'à adapter quelque chose, s'ils l'introduisent dans la série, peut-être à adapter un truc du premier jeu vidéo, du premier film, sur PC. En fait, dans ce jeu, on nous raconte que le matin du 1er septembre 1991, soit le matin avant l'arrivée des élèves à Poudlard, t'as Dumbledore, qui trouve une salle remplie de choco-grenouilles, et quand il y retourne, il tombe sur une salle qui est infestée de crabes de feu. C'est dans le premier jeu vidéo. Est-ce que, vu que c'est des événements qui sont censés se passer près des événements de l'école des sorciers, est-ce que ça va aussi être adapté? Parce qu'on sait qu'en tout cas, ce sera dans la série qui adapte le premier livre. Bien, nous verrons ça à la série. Et qu'est-ce que nous allons voir aussi à la série? Des Jobarbi, une sorte de minuscule oiseau bleu tacheté qui ne chante qu'au moment de sa mort, ce qui est très joyeux. Et qui provient aussi des Animaux Fantastiques, le livre de 2001. Bon, on peut parler aussi de la distinction entre les vêtements. Alors, ceux des sorciers dans la série seront bien distincts de ceux des Moldus. La costumière Holly Waddington, ils ont vraiment étudié les vêtements des années 90, des 1991. Ils voulaient vraiment rendre tout ça
aussi réaliste que possible, les moldus porteront des couleurs pastel et froides, avec un accent mis sur des tissus synthétiques, comme un peu ce qui était caractéristique de l'époque. Mais les sorciers de leur côté, eux, auront un art un peu différent, puisqu'ils auront des éléments naturels dans leur costume, notamment Dumbledore qui aura un manteau imprimé de feuilles, un tissu de camouflage, enfin je sais pas trop, et puis ils auraient pris des photos d'inconnus qui ressemblaient un petit peu à des sorciers. Je pense qu'ils doivent mal le prendre, mais ils le sauront pas, je pense. Et Harry, pour tout ce qui est Harry, ils lui ont fait des vêtements qui tombent et qui ont l'air défraîchis parce qu'en fait ils assimilent que c'est bien les vieux vêtements de Dudley. Oui. Mon commentaire était très catastrophique. Bref. Non. Si. Alors Ralph Fiennes. Alors qu'est-ce qu'on nous dit sur Ralph Fiennes? Eh bien, il a été invité à reprendre le rôle de Voldemort dans la série Harry Potter de HBO, mais les plans ont changé. Alors ça, j'ai envie de revenir dessus parce que il me semble qu'en fait c'est ça, j'en suis sûr, c'est qu'en fait attention à une info peut-être. On lui a demandé, il me semble, en 2016 s'il voulait ou non, juste après les films, donc en 2012, un truc comme ça, s'il jamais il avait à revenir pour Voldemort dans des films Harry Potter, s'il acceptait de le faire, et qu'il avait répondu oui. Et donc 2016, c'était pas il y a, je cite la citation, quelques années, puisqu'il nous dit « Je me souviens qu'on a posé la question « Est-ce que je reprendrai le rôle ?» Cela remonte à il y a quelques années, et j'ai répondu « Oui, j'adorerais le faire. Je pense que ce bateau a pris le large, comme si, en gros, je pense que l'affaire a coulé. » quoi. Mais du coup, j'avais vu... Attention aux infos. Non, voilà, c'est peut-être une fake news, mais il me semble que c'est vraiment, il parle de ça, mais en fait que c'était justement peu de temps après les films et que ça n'a absolument rien à voir avec la série, donc c'est pour ça qu'il dit je pense que ce bateau a pris le large, c'est qu'en fait on n'est pas revenu vers lui pour la série. Oui, clairement. Petite photo qu'on a vue dans Finding Harry, on a Quirrell. Souvenez-vous que Quirrell, quand on le découvre dans le premier livre, il n'a pas de turban en fait. Il a sa tête normale. Et là, on peut voir que notre petit Quirrell qui est joué par notre cher Luke Talon. Talon, c'est encore une fois un accent catastrophique, comme tout ce qui est catastrophique, je vais arrêter de dire ça parce que ça va vous saouler. Il a autour du cou une sorte d'écharpe, est-ce que ce serait pas une écharpe qui se retrouverait sur sa tête? Peut-être. Est-ce qu'il n'y a pas une mouvance aussi de lui donner des lunettes? Ce qui... Et on l'avait vu dans l'analyse que vous n'avez peut-être pas, mais qui sortira sur la chaîne ou qui est déjà sorti, enfin voilà, que certains personnages comme Ollivander, eh bien, on leur donne, Pétunia aussi, on leur donne des lunettes alors que ils en ont pas forcément. Parce que voilà, on aime bien donner des lunettes aux personnages dans cette série. On va enchaîner assez vite. Voilà un concept art de Peeves qu'on a eu dans le docu. Alors, on sait pas si c'est Peeves exactement. En fait, on n'est pas sûr que ce soit Peeves, mais ça a l'air. Probable. Après, c'est vrai que est-ce qu'il ressemblera exactement à ça? Si c'est Peeves. Et de toute façon, on voit pas grand-chose là, à part un bonhomme avec un chapeau melon et des lunettes. Donc, nous verrons cela plus tard. J'ai l'impression que je ne dis que ça depuis le début. On a eu un premier aperçu de la baguette de Suro dans la série Potter, avec la baguette de Dumbledore dans cette image, qui a l'air d'être... on a l'impression que ça commence en harmonica, le truc, et ça finit en très ténu. Donc... rien à voir avec les films, parce que là où les films, c'était plutôt plusieurs boudins. Elle était très stylée, la baguette des films. Et donc là, on est vraiment plutôt sur une baguette classique. On n'est pas obligé de donner que des points positifs à cette série. Hein. Ah oui, la photo de mariage de Pétunia et Vernon, donc qui sera dans la série en arrière-plan. C'est les Dursley, peut-être, il y aura peut-être un gros plan dessus, on ne sait pas. Mais chose intéressante, certainement à la gauche de Pétunia, donc à droite sur la photo, eh bien nous avons certainement les parents de Pétunia et donc les parents de Lily, donc les grands-parents de Harry Potter. Monsieur et Madame Evans. Voilà. Qui sont les grands-parents de Harry Potter, qui pourraient revenir dans cette série, dans la scène du miroir du Riséd, parce que dans le miroir du Riséd, dans les livres, il n'y a pas que les parents de Harry quand Harry se regarde. Non, il y a aussi d'autres personnes, alors on nous spécifie pas le nombre exact de personnes, mais beaucoup de personnes qui sont de sa famille. En gros, il rêve d'avoir sa famille autour de lui, puisqu'il n'a aucune famille à part les Dursley, ce qui est pas ouf. Là où dans le film, on ne voit que les parents de Harry dans le miroir du Riséd, là, on verra certainement
beaucoup plus de familles. Y compris ces deux zozos là, ces deux grands-parents. Exactement. Passons à la suite. On a eu donc les armoiries de Poudlard. Alors certains gueulent un petit peu parce qu'en fait effectivement le lion et le blaireau sont mis en exergue dans ce nouveau blason, ces armoiries de Poudlard. Mais en fait on a un petit tag ici et aussi le cercle est fait par un serpent avec toujours l'emblème et le slogan Poudlard est juste là. Qu'est-ce qu'on en pense par rapport au film? C'est très très différent. C'est très différent. Ici, on a même un H minuscule. Un peu, je crois que c'est du vieux anglais, de l'anglais un peu ancien. Ouais, en tout cas, c'est de la calligraphie. Et moi, je trouve ça très très bien. Oui, c'est très bien. Après, c'est sûr que oui, c'est difficile de pouvoir caser un lion, un blaireau, un aigle et un serpent de façon homogène. Donc, mais là, on les voit tous, c'est très bien. En plus, un serpent qui encercle le H. Et aussi, petite précision, Dear Mr. Porter, car c'est la lettre. C'est une aperçu sur la lettre. On a l'écriture de Minerva McGonagall. On a aussi la grande salle. Alors, nouveauté, parce qu'en vrai, ça ressemble très fortement à ce qu'on a dans les films. Simplement, hop, on a un petit étage ici. Alors, on sait pas ce qui s'y passe, on sait pas vraiment qui part par là, ou est-ce que... Parce qu'il y a une possibilité aussi que ce soit ici que ça mène au dortoir, ou à d'autres choses, ou vers une autre partie du château. C'est pas impossible, même si on sait que, par exemple, le hall sera vraiment un hub, hein, j'en parle dans l'analyse, qui sortira, ou qui est sorti sur la chaîne, je vais pas le répéter 50 000 fois, mais il y a plein d'escaliers qui partent un peu partout dans le hub, dans le hall. Là, il y a un autre escalier. Alors, est-ce que ce serait pas l'escalier qui mène jusqu'à la salle des profs, peut-être, ou sur une salle un peu reculée, à voir. Ça va être intéressant. J'ai vraiment hâte, vraiment, dans l'une des listes, qu'est-ce que je raconte? Dans l'un des choix, dans l'une des attentes que j'ai en tête de liste, c'est vraiment découvrir ce château, vraiment aller dans les petits recoins, et là, je sens qu'on a des parties à explorer, donc c'est très cool. Et on peut voir que sur ces 4 piliers-là, on a un aigle, un blaireau, un lion, et ici, un serpent, on pense un serpent. En tout cas, voilà, on ne voit pas encore le plafond de cette grande salle qui est donc important dans les livres. Alors, est-ce que ce sera des effets spéciaux ou pas? Je me souviens que dans les films, le premier film, c'était pas des effets spéciaux, les bougies, les centaines de bougies, et je crois qu'ils ont foutu le feu à un moment. En fait, je crois après, c'était des effets spéciaux. Ils ont commencé par mettre des vraies bougies et les faire pendre, sauf qu'en fait, ça brûlait les fils et ça risquait de mettre en incendie, du coup, ils les ont abandonnés. Et donc, comme c'est une photo de tournage et pas une photo avec les effets spéciaux, évidemment qu'on peut pas voir ce qu'il y a en haut. On a aussi les cachots avec les cours de potions. Ça, c'est franchement, je trouve ça super beau. Après, certains diront, ouais, il manque de lumière, oui, mais j'aime bien ce côté éclairé à la bougie, avec toutes ces bougies, toutes ces petites lumières là. On voit les escaliers ici. Enfin, je sais pas, je kiffe. Donc la belle salle des potions. On a aussi le cours de Minerva McGonagall, la salle, le cours de sortilège, avec un petit micro ici là. Et puis, en parlant d'infos catastrophiques, tu as laissé cachot dans la série Harry Potter. Voilà. Et tu sais quoi? Je ne changerai. Tu le changeras? Non. Si, non. Je le changerai, si. Info catastrophique. Il y a du montage dans cette vie. Ok, t'as gagné. Je le laisse. Bon, c'était, faut savoir, le cours de sortilège et pas les cachots. Bon, là, tu veux vraiment faire un duel d'infos catastrophiques, hein? Non. C'est toi qui as commencé. Bon, arrête. Donc voilà, nous avons ici 2 blasons, celui de Serre d'Aigle et celui de Serpentard. Et donc ils ont bien ici mis un aigle, sachant qu'en fait en anglais c'est Ravenclaw, donc en fait la griffe, la griffe d'un corbeau. Et donc en fait dans les premiers films, ils avaient mis un corbeau. Alors qu'en fait, c'était précisé que c'était censé être un aigle, ce blason. Et là, on voit retrouve l'aigle. Voilà. Et Serpentard, qui est donc avec... Et ces deux-là sont vraiment analysés comme étant des références à des choses qu'on peut retrouver dans les blasons, pareil, du Moyen-Âge. Donc c'est vraiment, ça va jusque-là, quoi. Et c'est très beau. Des petites boutiques sur le chemin de traverse, boutique de botanique ici.
Herbage and Seed, est-ce qu'on le retrouve ailleurs? On le retrouve pas dans les livres, on le retrouve pas dans les films. Donc voilà, c'est peut-être des plantes pour guérir, on a des champignons, on a vu des champignons qui bougent aussi. On a aussi un petit passage qui s'appelle Adeline, ici. On a une boutique... Oh, j'ai laissé botanique, fait chier. Info catastrophe. Non, mais s'il peut pas... je vais le laisser pour l'amour pour la beauté du jeu. Tu vois? D'accord, voilà. Ok, on s'accorde, je pense que t'es à bien une dizaine d'infos catastrophiques. Là, on est pour moi à 4-5 déjà. Donc je te rattrape progressivement. Mais c'est le duel des GOAT, hein. On est les Messi et Ronaldo des infos catastrophiques. Et donc boulangerie ici sur le chemin de traverse, ou pâtisserie même, parce que ça semble être des gâteaux. Ça s'appelle comment? Mirror Laner. Bon, allez, on va pas s'y risquer parce que ça peut finir aussi dans le cadre. Non, c'est Marjolaine. Dans le cadre du nouvel info. Donc c'est Marjolaine, ça ressemble à un prénom français, c'est marrant. Biscuiteers and Patisserie. Ouais, à mon avis, il y a les Français qui sont un peu là, quoi. Ouais, parce que les Français, c'est quoi? Bah, c'est un petit peu les GOAT de la gastronomie, en toute objectivité, bien sûr. Ouais, surtout sur la pâtisserie et la boulangerie. C'est une pâtisserie, donc oui, on est quand même les GOAT de la boulangerie et de la pâtisserie, quoi. L'enseigne Ollivander, donc on voit qu'il exerce depuis 382. BC, c'est quoi? C'est avant Jésus-Christ? Before Christ, donc c'est avant Jésus-Christ. Mais il est fou, mais Ollivander, je sais pas quel âge il a, mais ouais, il doit en envoyer, quoi. Alors il me semble que ça c'est différent des films, parce que les films c'est beaucoup plus récent, il me semble, dans les films. Alors voilà. T'es sûr ou est-ce que ce serait... Non, en vrai. Parce que ça faudrait... Je cherche parce que on n'est plus à l'abri là. On n'est plus à l'abri. Donc en tout cas voilà, logo plutôt sympa. Oui, bah c'est contente-toi des descriptions, hein, pas des analyses, hein, et pas encore moins de rajouter des infos. Alors oui, je me trompe sur certaines légendes, ok, my bad, c'est ma faute. Je me trompe, je dis que c'est les cachots, je dis que c'est une boutique de botanique, alors que c'est une boutique c'est littéralement une boulangerie, quoi. C'est la même année. C'est la même année. Il enchaîne les catastrophes. Cette podcast n'a plus aucun sens. Ne croyez rien de ce que vous écoutez dans ce podcast. Rien du tout. Même pas la moindre petite info. Surtout, désolé de préciser, hein, surtout donné par Émile. Voilà. Je crois que mon cerveau crée des choses. Oui, c'est bien, Émile. C'est bien. Bon, allez. La Diagon Alley, donc on a l'enseigne du j'ai mis du chaudron baveur. Alors si, on a un liquide quand même. Ah c'est bon, je parlais en fait de ça là. Un faux semi-catastrophique. Un faux semi-catastrophique. Non, c'est le chemin de traverse. En plus, quand j'ai dit ça, je pensais à là, donc c'est catastrophique. Oui, il y a le Leaky Cold Run, mais ça m'a sauvé parce que je pensais vraiment à ça. Et c'est bien le chemin de traverse. Hein. Diagon Alley en anglais pour le chemin de traverse. Je me moque de toi alors que la présentation n'a aucun sens. Premier aperçu de l'entrée de la plateforme 9/3, donc à mon avis, tu vois, là, il y a marqué Platform 9 3/4 en doré comme ça, avec un filtre vert ici, c'est très beau, et je pense que il passe à travers comme ça. Et en tout cas, c'est un mur, on se demandait, est-ce que c'est une barrière, est-ce que c'est un mur? Moi, je pense que ça peut être une barrière dans la série, mais là, ça peut laisser entendre que c'est un mur, hein, parce que c'est un mur, là. Bah peut-être que c'est un mur d'un côté et une barrière de l'autre, peut-être. Ça peut être un compromis intéressant. Peu importe, mais j'espère que ce sera une barrière, moi. Moi aussi. On a aperçu chez Madame Guipure aussi, donc l'endroit où c'est le tailleur, la tailleur de chez les sorciers, où ils sont allés acheter leur robe de sorcier. Et là où Harry rencontre pour la première fois Drago Malfoy. Je le confirme. Bah oui, parce que maintenant vous avez besoin de ma confirmation quand même pour être sûr des infos que donne Emile quand même. Là on a les toilettes des filles qui a l'air bien détruit là. Avec une main en animatronique du troll. Ouais, une main en animatronique et ça nous donne un peu l'info de quelle taille il va faire. J'ai vraiment encore une fois ça va être trop bien de voir à quoi va ressembler le troll. Et on voit notre trio ici qui est là. Donc ça doit être sympa à tourner. Le logo alors on sait pas si c'est le logo. Le blason, comme je le dis, du chemin de fer de Préolard dans la série. Est-ce que ça c'est Préolard et juste autour ils mettent c'est les chemins de fer de Préolard, ou est-ce que c'est un blason spécifique au train de Préolard? Je pense pas.
Mais on En tout retrouve le H. ici. Exactement, on retrouve le H qu'on avait dans les armoiries de Poudlard sur la lettre d'entrée, enfin D'admission, quoi. d'admission à Poudlard, merci. T'étais à deux doigts de dire des catastrophes. Le premier aperçu du jeu d'échecs sorcier dans la série, le voilà, et on voit qu'ils sont en train de regarder un petit peu, alors je pense que c'est une sorte de prototype ou quelque chose comme ça, mais c'est branché, ça a l'air d'être un effet un peu qu'ils veulent, un peu réel, ça tourne et ça flotte, donc ça doit être un effet de magnétisme, mais je crois pas, de mémoire, c'est dans les films, il y a le côté où c'est attention, c'est de mémoire, hein, donc attention quand même, mais je pense que mes souvenirs sont vrais, ça ne vole pas. C'est juste posé, et c'est les pions qui bougent et qui se détruisent. Là, peut-être que, je me demande si ils vont peut-être animer de manière différente les pions. En tout cas, ça a l'air d'être des pions classiques. Là, c'est pas des pions qui ont des designs très différents de pions classiques, quoi. Oui, c'est vrai que là c'est vraiment on ne peut plus classique. Est-ce que le jeu taille géante ce sera aussi des pions classiques? On verra ça. À mon avis, c'est là tout leur avantage pour en revendre. Mais en tout cas, l'idée de faire flotter le jeu d'échecs, c'est une excellente idée. Ça rend encore plus le côté magique. Bah non, justement, c'est pas une bonne idée. S'ils font un jeu d'échecs classique, personne ne voudra le racheter puisqu'on l'a déjà chez nous. Je pense qu'ils vont faire une spécificité. Non, mais c'est ce que je disais. C'était l'idée que, et j'espère que pour le jeu géant, je pense que pour le jeu géant, ils vont en faire des pièces différentes pour en vendre. Ouais, c'est mal fait comprendre. Bon, merci de m'avoir repris, comme ça vous êtes sûr de ce que je voulais dire. En tout cas, voilà, l'idée de faire flotter, c'est une super bonne idée, mais par contre, il faut aussi que les pions bougent aussi, quoi. Bah, ça sera le cas. La première image de la bière au beurre, ça me fait trop penser, et nous on a un peu ça en tête, mais à l'ordre du Phénix, on est dans la tête de sanglier, et puis là on demande 12 bières au beurre, et il sort des trucs poussiéreux de je sais pas combien d'années, qui ont l'air d'être périmés, et là ça me fait un peu penser à ça, et j'aime bien. Alors que dans les films, les bières au beurre, on a très peu de bouteilles, c'est vraiment juste des pintes qui ressemblent à des pintes de bière, et là on est... Alors, on voit qu'il y a une vache, donc y a-t-il du lait? Non, en tout cas, ce qui est marrant, c'est que ça ressemble à des bouteilles de lait. Ces bouteilles de bière au beurre. En tout cas, des vieilles bouteilles de lait. Et c'est intéressant parce qu'il y a écrit Willow Hogsmeade. Donc, est-ce que ça veut dire... Hogsmeade, c'est Préolard en français. Ça a été peut-être fondé, les bières au beurre, à Préolard. Et donc, en fait, c'est certainement la bière au beurre est créée, fabriquée à Préolard. C'est possible. Ou cette bière en particulier, enfin, cette bière au beurre. À voir. Parce que la marque semble être Owens Whiting & Co. En tout cas, à voir si les enfants peuvent en boire ça, mais je crois pas, enfin j'espère pas. La banque Gringotts. Alors certains sont déçus par un manque de fantaisie, c'est juste la banque. Bon, j'ai pas grand chose à rajouter. C'est vrai que il y avait un côté plus fantaisiste dans la version des films que je préfère. Voilà, on a le droit aussi de dire à un moment, je préfère le choix des films. Là, pour le coup, je préfère le choix des films. Maintenant, j'attends de voir l'intérieur, parce que là, on est sur une banque on ne peut plus classique. Oui, c'est... Donc moins marquante visuellement, quoi. Classique, mais avec ces colonnes grecques qui sont... Non, mais le lieu est imposant, l'édifice est imposant. Maintenant, je pense que ça peut peut-être se démarquer, parce que en fait, en haut, ça peut être un grand bâtiment. Là, c'est peut-être juste la base, et on voit qu'ils mettent des trucs de fond bleu pour pouvoir apporter des hauteurs supplémentaires. Après, c'est possible aussi qu'ils l'animent, cette banque Gringotts, et qu'en fait, je sais pas, les colonnes puissent bouger. Pour l'instant, on n'est que sur les visuels de ce qui a été fabriqué en dur, et entre ce qui est fabriqué, ce qu'on voit, et ce qu'on va voir dans la série, ensuite après effets spéciaux, il peut y avoir des différences. Par exemple, typiquement, là, donc déjà 1474, est-ce que c'est l'adresse, par exemple, est-ce que c'est une rue, tu vois? C'est peut-être une rue, le chemin de traverse, et à un moment, ils arrivent donc... à la 1474e rue? Ou au 1474 chemin de traverse? Ouais, je pense que c'est peut-être ça. C'est possible, mais ça veut dire qu'il est très très grand. Et du coup, là, on a, tu vois, c'est typiquement ici, c'est là où j'imagine qu'il y aura un truc, avec les effets spéciaux. Voilà. Le Bertie Crochu, moi je le trouve incroyable. Qu'est-ce que t'en penses de ça?
le pot de Bertie Crochu, avec petite précision, c'est une référence spécifique à Jack et le haricot magique. Donc c'est inspiré par ce conte-là où Jack trouve des haricots magiques et fait pousser. Alors dans le conte, il fait pousser avec des graines de haricots qu'on lui a donné, des haricots magiques. Il fait pousser cette espèce d'énormes haricots, enfin voilà, qui montent jusqu'aux cieux. Et dans les cieux, il trouve un mec qui a des œufs d'or ou des choses comme ça. Donc là, c'est un mix parce que c'est des comment dire, c'est des beans, c'est des dragées, enfin comment on peut appeler des faillots, ça s'appelle des dragées surprises. Oui, non, des dragées, mais c'est beans en version originale. Oui, des haricots. Des haricots, voilà. Donc en version originale, c'est des haricots, donc ça sonne plus avec le Jack et le haricot magique. Donc c'est un lien parce que ils sont dorés. Et on voit ici, c'est comme des petits œufs de Pâques où il faut, j'imagine, gratter le bout d'aluminium, voilà. Bref, emballé esthétiquement par ce qui est proposé. En tout cas, la référence à Jack et le haricot magique rajoute encore plus le côté magique, parce que là, on est directement Jack dans était la un magie. sorcier, quoi. Enfin, peut-être pas Jack, mais le mec qui lui a donné les haricots. Les choco-grenouilles. Pour moi, c'est un oui également. La grenouille là, elle est colorée là où dans les films elle est entièrement chocolatée marron. Donc là voilà, ça c'était le visuel des films. Ici le visuel des films, et là vous avez le visuel de la série. J'aime bien, ça fait très pâtisserie, ça fait très gourmandise d'une pâtisserie un petit peu haut de gamme. Et là où dans les films, en fait, ils ont pas forcément revendu les choco-grenouilles avec ce... Oh oui, je vais en acheter ça. Non mais tu sais, il y avait jamais les boîtes telles qu'on les montre dans les films. Ça, mais j'aimerais avoir ce dans le décor derrière là. Ça. Voilà, parce que ça, du coup parce ça que visiblement certainement ils ont fait aussi ça pour que ça puisse être acheté mais je vais être ruiné parce que moi je veux vraiment un petit décor avec plein de trucs là. avec plein de choco-grenouilles. Alors, en tout cas, on voit que la choco-grenouille est différente. On revient. On voit que la choco-grenouille est différente parce que elle n'est pas marron comme là tu l'as mis entre les deux images, mais elle est verte comme une grenouille. Milk chocolate, chocolat au lait. Peut-être qu'il y a différents chocolats. Le vif d'or, ouais, qui est quasi exactement le même que celui des films. Bah là où on est quand même sur une différence, c'est que visiblement les ailes sont aussi dorées. Ouais, mais j'ai regardé, ça dépend, hein, mais c'est un peu doré aussi. Alors c'est moins doré, c'est plus bronze. Bah on est bronze, parfois même argenté. Ouais, on est plus sur des ailes argentées, voire transparentes même. Ouais. Bah on les voit pas très bien. Là, on voit clairement que c'est épais, c'est bien doré, quoi. Et donc cette malle où on voit les différents blasons. On a donc Serpentard. À droite, je dirais que c'est là, c'est Poufsouffle. Et après, on s'en tape. Ce que je voulais juste dire, c'est la petite anecdote. L'homme qui a conçu la malle de Quidditch est le fils de celui qui l'a fait dans les films. Voilà, c'est ce que nous apprend le docu. Et c'est très symbolique, c'est sympa. C'est intéressant. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les deux projets, des gens qui ont travaillé sur les films à l'époque. On a trouvé 2 concept art avec Finding Harry. Il y a celui-ci, donc où vous voyez des maisons endormies ici, et qui ressemblent un peu ça ressemble à Private Drive dans la série, en tout cas c'est dans la même ambiance, et des feux d'artifice, et on suppose, alors je sais pas si ce sera présent dans la série, ce qui est sûr c'est que ici, on est à coup sûr dans une soirée de célébration de la mort de Voldemort. Si c'est dans la série, je suis plutôt très content. Voilà, bah oui, parce que c'est censé adapter les livres, et normalement, on sait que il y a plein de sorciers qui ont envoyé des feux. Non, c'est pas plein de sorciers. Attention au retour. Oh, ça nous avait manqué. Ça nous avait manqué, une petite info catastrophique. C'est celui qui lançait des feux d'artifice, on sait que c'est... de qui parles-tu? Du sorcier, là, je me souviens. Ah oui, Dédalus Diggle qui lançait des feux d'artifice. Donc c'est sans doute ça. Et d'ailleurs, on avait eu une image d'un personnage qui pourrait être Dédalus Diggle. Ah oui, qui pourrait, ouais. Attention. Et donc c'est peut-être pas lui. Mais c'est le mec qui renverse Vernon. Certains pouvaient dire que c'est peut-être le même. Ils ont peut-être décidé que c'est Dédalus Diggle. C'est pas sûr que ce soit Dédalus Diggle. Et en deuxième art,
deuxième concept art, un deuxième image, je dirais, de storyboard. Enfin, concept art, c'est plus des développements, c'est des idées, quoi, qui sont retranscrites à l'image par des artistes, et après, ils choisissent en fonction de ce qu'ils préfèrent. Donc, ça veut pas forcément dire que ce sera présent tel quel dans la série. Puis, les concept art sont généralement beaucoup plus beaux que ce qu'on voit à l'image. Voilà. Donc là, on voit deux personnages, un homme et une femme, et on a une magie, baguette. une baguette. Alors ça sort de sa main. Ouais, c'est peut-être une baguette qui fait des effets lumineux sur ce qui a l'air d'être un lac, un machin. Ça nous rappelle des souvenirs. Hein. Oui, ça nous rappelle les lieux de tournage. Les lieux de tournage, notamment, on voit cette scène-là qui avait été filmée avec Lily et James. Enfin, c'est ce qu'on avait analysé sur un pont avec des effets pyrotechniques. Bon, là, en fait, en y revenant, on peut dire que c'est soit peut-être un pont, soit peut-être une scène qui se passe un peu avant ou un peu après, parce qu'on se souvient qu'il y avait une scène avec James et Lily proche d'un parc avec de l'eau à côté et etc. Donc James et Lily qui vont avoir une scène, au moins une scène à eux. J'aime bien. Sachant que c'est J'aime vrai bien l'info. On les voit tellement peu dans les films Harry Potter. Ouais, là j'aimerais bien que ce soit, je l'avais déjà dit, je me répète constamment, mais que soit une histoire parallèle vraiment explorée, quoi. Tout ce côté maraudeur, James et Lily, leur histoire, leur passé, et ça c'est cool. Eh bien, nous sommes arrivés au bout. Alors, on a skippé certaines informations, certains trucs qu'on n'a pas pu dire, ou que je me suis dit, on l'a déjà vu dans la bande-annonce, et il y a une analyse de bande-annonce qui arrive ou qui est déjà arrivée. Je me répète pour la 8e fois, mais n'hésitez pas à aller la voir si elle est sortie. Si elle est pas sortie, n'hésitez pas à l'attendre et à vous abonner et mettre les notifs. Ça fait plaisir. C'est une énorme vidéo qui m'a pris énormément de temps, donc si vous êtes intéressé, foncez quand ça sortira. Et si vous êtes resté jusque-là, n'hésitez pas à mettre Artifice en commentaire. Je saurais que vous êtes les vrais, les GOAT, le sang. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous aimez, malgré nos infos catastrophiques et nos petits défauts. Je vous rassure, il y avait plus d'infos réelles et vraies dans cette vidéo que d'infos catastrophiques. Là, je vous ai vraiment mis les trucs importants à retenir et les trucs qui sont nouveaux, qu'on ne savait pas déjà ou de loin déjà. Donc j'espère que ça vous aura plu ce petit tour. Ça a été une vidéo qui était assez longue. En tout cas, merci à toi et Émile d'avoir été là, et on se retrouve pour de prochaines aventures. Et merci à vous. Bonne soirée, bon après-midi, bonne fin de soirée, bonne fin de nuit. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. J'espère que fondamentalement tout se passe bien dans la vie. Et n'oubliez jamais, subscribers, Rassemblement.